Szanowni Państwo, nie mamy obecnie przerwy. Chciałbym zaprosić do pierwszego panelu, po którym przewidujemy dyskusję. Tytuł panelu dotyczy polityki migracyjnej perspektywy historycznej. Wydaje mi się to bardzo istotne, żebyśmy spojrzeli sobie na to, co rozumiem pod politykami historycznymi z kilku takich wymiarów istotnych dla zrozumienia tego procesu. Mam nadzieję, że paneliści zgodzą się ze mną, że polityki migracyjne to jest zasadniczo nowa dziedzina funkcjonowania polityk publicznych, w ogóle funkcjonowania państwa. Tak naprawdę pojawia się pod koniec XIX wieku w bardzo ograniczonym zakresie. I tak naprawdę, kiedy zastanawiamy się nad politykami migracyjnymi, to ja do końca nie jestem przekonany, że polityka migracyjna spełnia wszystkie możliwe definicje polityki jako takiej. Tak, czy możemy powiedzieć, że to jest naprawdę już świadome działanie państwa, które służy osiągnięciu różnych celów, tak? Ja mam problem trochę ze zdefiniowaniem tych celów, ale jako politolog pewnie mam tutaj zbyt wiele dylematów i pewnie to, co mówię, nie do końca musi być prawdziwe, ale sama polityka jest jednak bardzo mocno skomplikowaną dziedziną i uznanie, że migracje wymagają oddzielnej polityki, może być trochę zbyt daleko idące, ale mamy termin polityka migracyjna, która w przestrzeni publicznej bardzo mocno funkcjonuje, w przestrzeni naukowej też i temu poświęcamy całą konferencję, ale również dzisiejsze spojrzenie z punktu widzenia historycznego. Chciałbym przedstawić krótko trzech naszych panelistów. Zacznę od pani Catherine Gousseff, dyrektora Centrum Marc Bloch. Serdecznie witamy. Pan profesor Jacek Tybinka, Uniwersytet Gdański oraz pan profesor Philippe Giel, École Normale Supérieure Lyon. Dwóch przedstawicieli z punktu widzenia troszkę bardziej francuskiego, ale nie do końca, jak zobaczymy tytuły wystąpień, to raczej perspektywa też dotycząca Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ zawsze, kiedy mówimy o migracjach, to zaczynamy się skupiać na tym, co jest tu i teraz, zapominając o migracjach z punktu widzenia historycznego. Moja przygoda z migracjami zaczęła się tak naprawdę od Ellis Island. Od przeczytania o miejscu, które nazywa się Ellis Island, jest w Nowym Jorku, jest miejscem, do którym docierały pierwsi masowi migranci i tam, gdzie tak naprawdę narodziła się to w tamtym wydaniu brutalna polityka migracyjna, która dzisiaj ma oczywiście inną twarz, ale ta perspektywa historyczna wydaje mi się tutaj niezmiernie ważna. Również to, co dzisiaj już padało, że tak naprawdę dokument, którym się dzisiaj posługujemy, albo się już nim nie posługujemy, mamy tą przywilej możliwości się nie posługiwania tym dokumentem, czyli paszport, to jest też przecież wynalazek końca XIX wieku, a tak naprawdę początku XX wieku, kiedy paszport zaczyna być dokumentem, który pozorom nie ma ułatwić, tylko raczej utrudnić migrację. A więc taka jego była rola, a dzisiaj my jeszcze pamiętając czasy przed 1989 roku, w których paszport był dobrem rzadkim, a dzisiaj zapomniany leży gdzieś w najdalszym kącie szuflady, bo podróżując po krajach Unii Europejskiej po prostu go nie potrzebujemy. Przypominamy sobie wtedy, kiedy jedziemy poza Unią Europejską, drżąc sercem, co mi się czasami zdarza, czy na pewno jest jeszcze ważny. A więc to jest coś, co jest pewną zmianą absolutnie fundamentalną. Tym krótkim wprowadzeniem chciałbym przejść do panelu i poprosić panią Catherine Gousseff, dyrektora Centrum Marc Bloch, o jej perspektywę spojrzenia na polskie migracje, doświadczenia historyczne dla naszego regionu. Bardzo proszę. Merci Monsieur Maciek Ducik. Merci aux organisateurs de cette conférence et en particulier à Nicolas Maslovski de cette opportunité donc de pouvoir ensemble débattre de la question des migrations dans une perspective qui est également une perspective historique. Et c'est donc ce que je vous propose. Nicolas Maslovski m'a également fortement invité à parler du point de vue de mes travaux
Et je suis donc pour ma part historienne et spécialiste de la question plutôt des migrations contraintes, des migrations forcées dans l'histoire du XXe siècle soviétique et est-européen. C'est donc peut-être une façon de justifier le titre de mon intervention, qui ne se réfère pas, contrairement au sujet direct de la conférence, à la question des politiques migratoires, mais plutôt à celle de l'expérience migratoire. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je rejoins bien sûr ce qui vient d'être dit en introduction par M. Douchik, à savoir que effectivement, il y a de nombreux contextes, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer dans cette communication. Il y a de nombreux contextes où la notion de politique migratoire, au sens d'une politique étatique choisie, soit d'accueil, soit de volonté de contenir l'immigration, avec toute une série de moyens et d'instruments dans la durée, eh bien, évidemment, est quelque chose qui est une pratique qui, au fond, a peu à faire avec l'histoire de la Pologne au XXe siècle, et cela a été brièvement évoqué. Pour ma part, je vais donc essayer de préciser en quoi et pourquoi. Donc, contrairement à l'exposé que nous venons d'entendre, exposé toujours brillant de Catherine Butold de Winden, qui a cette capacité extraordinaire de présenter en synthèse problématique les grandes tendances des migrations au monde, eh bien moi je vais donc me limiter au cas de la Pologne, avec tout de même cette question de savoir en quoi l'expérience polonaise reflète pour une part l'expérience de l'Europe centrale et orientale, et malgré tout ce qu'elle a de spécifique. Alors je ne vais pas vous tenir longtemps sur le suspense de cette question. Je dirais que, et c'est donc ce que je vais essayer brièvement de vous montrer, je dirais que l'expérience polonaise n'est pas exceptionnelle, dans la mesure où il y a dans la région de nombreux États qui, comme la Pologne, ont connu des déplacements importants de territoire et de population, une immigration également importante. Mais ce qui me semble spécifique à la Pologne, c'est à la fois la récurrence de situations migratoires contraintes d'une guerre à l'autre, et d'autre part l'importance des phénomènes de manière générale, l'importance de ces phénomènes de déplacement de population et d'émigration relativement à la population du pays. Alors, je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on peut difficilement parler de politique migratoire alors même que la Pologne a une expérience migratoire très importante? Eh bien, ceci se rapporte avant tout au fait que c'est un pays qui a connu des contextes, non choisis, liés essentiellement aux conséquences des deux conflits mondiaux et à chaque fois à la reconfiguration du territoire étatique de la Pologne. Alors, pour aborder ce contexte migratoire, il faut bien sûr se replacer dans une perspective plus large, qui est celle non seulement de la migration et de l'immigration. Et à cette question, je voudrais revenir sur d'abord la question de l'émigration. L'émigration, puisque la Pologne, c'est une chose qui est assez bien démontrée aujourd'hui, a été un pays dans son histoire qui a été très attractif. Il l'a été au fond jusque vers le milieu du XVIIIe siècle. Il a été très attractif pour l'Europe, avant de connaître au contraire une tendance inversée à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que l'on peut évidemment mettre en relation aussi avec les bouleversements politiques qui ont été rencontrés par ce pays, puisque, comme vous le savez mieux que moi, la Pologne,
disparu, on peut dire, de la carte des États de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, à l'exception de ce royaume polonais, de royaume de Pologne qui, on peut dire, était sous la tutelle de l'Empire russe. Donc une inversion des tendances. Il est encore, je crois, difficile de restituer quelle a été la part de l'immigration polonaise, en particulier dans le mouvement des migrations transatlantiques, difficile à l'évaluer dans le sens où les Polonais sont alors disséminés entre plusieurs empires, la Prusse, le royaume austro-hongrois et la Russie. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que la part des Polonais dans l'immigration transatlantique au XIXe est très importante, et cette tendance à l'émigration se manifeste aussi par notamment le rôle des Polonais dans les premières migrations organisées de main-d'œuvre. Et là, je pense par exemple à l'immigration, enfin au recrutement de Polonais dans les territoires de Westphalie dès la deuxième moitié du XIXe siècle, vers le dernier quart, plus exactement, du XIXe siècle. Et puis, bien sûr, dans cette filiation du rôle de la présence, disons, des Polonais dans les migrations laborieuses par la suite, au XXe siècle, j'ai bien sûr en tête, et sans doute mon voisin Philippe y reviendra de façon plus précise, j'ai bien sûr en tête l'importance des Polonais dans la politique française de recrutement à distance qui s'est mise en place au lendemain de la Première Guerre mondiale, où justement dans cette nouvelle pratique d'immigration contractuelle avec les pays de départ, eh bien, la Pologne a été évidemment l'État le plus représenté par le nombre de migrants qui sont arrivés. Donc, je dirais, on a... Et puis alors, ces migrations, cette émigration, on peut dire, cette tendance de la Pologne à l'immigration va se confirmer sur tout le XXe siècle, et on peut dire jusqu'à aujourd'hui, où finalement, après la chute du mur de Berlin, après la libre circulation, et ce sera, je crois, notre collègue professeur Agdans qui va en parler beaucoup plus longuement, les Polonais ont été bien sûr, pas bien sûr, mais ont été justement parmi les ressortissants des États d'Europe centrale, ceux qui ont manifesté les tendances les plus fortes à l'immigration ou à la circulation du travail, non seulement en Europe, mais également au-delà. Alors, quelle est l'histoire de la Pologne du point de vue, on pourrait dire, d'une immigration? C'est une histoire très spécifique, dans la mesure où la question de l'immigration est inséparable de la question de l'histoire de l'État polonais, si l'on pense qu'un État est aussi un territoire. Et donc la Pologne, dès après la Première Guerre mondiale, à la faveur de sa reconstitution comme État, a été face à un énorme défi en matière d'immigration. C'est un énorme défi dans la mesure où elle doit faire face à l'arrivée de millions de ce qu'on a appelé des optants, c'est-à-dire au fond des Polonais ethniques qui vivaient jusqu'alors dans les différents empires, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, la Prusse, et qui ont rejoint le territoire national. Plus de 4 millions de personnes qui sont à ce moment-là arrivées sur le territoire de la République polonaise de l'entre-deux-guerres, et donc dans un territoire qu'il a fallu, on peut dire, aménager et nationaliser. Et là, je pense tout particulièrement au défi qu'a représenté ces fameuses régions de Kresy, les confins orientaux de la Pologne, et je veux parler plus précisément de l'Ukraine occidentale, de la Biélorussie occidentale,
plus d'ailleurs que de la région de Wilno, qui était beaucoup plus homogène en termes ethniques, mais donc de cette politique de polonisation, et cette politique de polonisation qui est aussi passée par une politique de peuplement, ou de repeuplement de ces territoires. Un enjeu donc très important au moment où, encore une fois, l'État nous sommes face à un État en construction, ce qui signifie aussi plusieurs défis sur justement la définition de ce qu'est un Polonais dans une époque où la Pologne est face à aussi un défi multiethnique avec une présence, on le sait, une présence juive très importante, mais également une présence de minorités, en particulier ukrainiennes, mais aussi biélorusses et, dans une certaine mesure, lituaniennes. Alors, dans cette situation, là je reviens donc au début des années 20, dans cette situation on comprend mieux pourquoi la Pologne a été dans un contexte où l'Europe se recomposait de manière beaucoup plus vaste, pourquoi la Pologne n'a joué, on peut dire, quasiment aucun rôle en matière d'immigration extérieure. La Pologne a été essentiellement un pays de transit pour des voisins en bouleversement. Et je pense bien sûr avant tout à la question de la révolution russe. La révolution russe qui a entraîné le départ de au moins 1 million de Russes hors des frontières, dont une partie a quitté la Russie par les frontières, par la voie continentale, et donc est passée par la Pologne. Et le retour, si on peut dire, l'écho de ces réfugiés russes passant par la Pologne est désastreux pour l'histoire pour l'accueil en Pologne. Et il y a sans doute deux grandes raisons à cela. Encore une fois, le contexte intérieur polonais avec toutes ces difficultés socio-économiques, une situation de migration interne très importante, et puis sans doute aussi le grand ressentiment à l'égard de l'ancien voisin dominateur de la Russie. Donc les années 20, la Pologne est un pays de transit non seulement pour les réfugiés russes qui quittent et qui fuient le pays, mais également pour le retour vers la Russie des prisonniers de guerre russes, un chassé-croisé extraordinaire, on peut dire de plusieurs millions de personnes, qui en fait constitue la grande expérience malgré tout de la Pologne dans l'entre-deux-guerres, comme encore une fois pays de transit, avant une autre expérience qui est celle de la première moitié des années 30, où encore une fois la Pologne n'apparaîtra pas du tout comme un état d'accueil. C'est l'expérience de la famine en Ukraine soviétique, qui au fond pousse vers les frontières européennes du pays énormément de paysans en particulier, et où la Pologne va se plaindre assez amèrement à la Société des Nations sur toutes ces arrivées illégales, à une période où le pays, on peut dire, manifeste très fortement la crise économique du début des années 30. Alors, face à nous avons donc une situation dans l'entre-deux-guerres qui est une situation de tentative d'intégration d'une population qui se dit polonaise et qui est dans un territoire qu'il s'agit de poloniser. C'est cette situation qui existe encore à la veille de la Deuxième Guerre mondiale qui va de nouveau bouleverser totalement l'histoire de ce pays. La Deuxième Guerre mondiale qu'on associe de sa première phase à l'idée du 4e partage de la Pologne, donc après les 3 partages de la fin du XVIIIe siècle, l'idée d'un 4e partage par référence au pacte germano-soviétique qui, de fait, coupe la Pologne en deux en créant 2 zones d'occupation. À l'ouest, donc une zone d'occupation allemande, et puis ce que j'ai évoqué de ces anciens
Kresy, de ces anciens territoires orientaux, d'Ukraine occidentale, de Biélorussie et de Lituanie, qui vont être annexés à l'Union soviétique. Donc annexés entre 1939 et 1941, et puis une annexion qui sera confirmée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où les troupes soviétiques vont occasionner la retraite allemande à partir de la mi-1944, où ces territoires se libèrent jusqu'on peut dire à la région de Lublin. Et là, au fond, on assiste à la confirmation de l'expansion soviétique vers l'ouest, confirmation de l'expansion soviétique vers l'ouest, avec la décision prise par les autorités soviétiques de procéder à un échange de population, donc qui revient à organiser le départ des Polonais des confins vers la Nouvelle-Pologne. Et c'est de nouveau donc un défi migratoire extraordinairement important pour un pays qui, comme vous le savez, a été totalement détruit et ponctionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc défi que de, comme le diront les Polonais, de rapatrier pratiquement 2 millions de personnes des territoires de l'Est vers l'Ouest. Alors permettez-moi ici de peut-être insister un peu sur ce moment de l'histoire qui finalement n'est pas si connu que cela et au fond qui a été au cœur de mon dernier travail sur l'histoire justement de cet échange de population aux frontières orientales de la Pologne. Dire quelques mots en effet parce que souvent ce pan de l'histoire est au fond assimilé à ce moment de l'histoire polonaise où finalement la Pologne se trouve inféodée à l'Union soviétique et où au fond tout ce qui concerne les autorités polonaises sont en quelque sorte noyées dans la volonté de Moscou, donc un état de subordination maximum. En fait, quand on regarde l'histoire de ce déplacement de population, on est tout de même assez frappé de voir justement l'accumulation de l'expérience polonaise en matière de migration à l'égard de ses propres ressortissants. Et finalement, ce comité pro-soviétique qui se met en place, ce comité de Lublin, qui a donc pour mission d'organiser ce transfert de population, tout pro-soviétique qu'il est, tout communiste qu'il est, n'agit pas moins de manière spécifique par rapport à l'Union soviétique. Et en particulier, on a évidemment en tête, s'agissant d'un pays communiste comme l'est l'Union soviétique, que ce qui est prioritaire est évidemment la question des classes et de favoriser les classes populaires. Or, par exemple, ce comité de Lublin, lorsqu'il organise le départ des Polonais d'Ukraine occidentale, eh bien, cherche avant tout à protéger et privilégier les élites de cette région, les élites urbaines des régions des villes de Lvov, de Drohobych, de toutes ces, de Vilno également. Donc cherche à les protéger et mise sur ces élites pour finalement repoloniser ou poloniser les régions qui seront acquises à l'ouest du pays. Et là, en effet, si les soviétiques vont amputer à l'est les territoires polonais, ce n'est pas dans l'idée d'amputer véritablement le pays, mais d'organiser son déplacement, le déplacement du territoire, et donc en promettant aux Polonais de bénéficier donc des régions anciennement allemandes jusqu'à l'Odeur, ce qui va finalement se passer. Mais quand je dis que donc les autorités polonaises vont essayer de protéger leurs élites, c'est parce que nous sommes dans un moment d'histoire qui est complètement décalé entre l'injonction soviétique d'une part à partir de l'automne 1944 de déplacer ces populations et d'autre part la conquête effective des territoires de l'Ouest qui n'intervient que, comme vous le savez, qu'au cours du printemps 1945. Et il y a là plus de 8 mois durant lesquels les Polonais vont contenir au maximum la migration des Polonais pour épargner aux civils
d'arriver dans des territoires en conflit, d'arriver dans des territoires qui sont totalement désertés et dépourvus de ressources, et donc de faire en sorte de contenir les élites à l'Est, de façon à permettre leur réinstallation dans des conditions plus normales qui seront celles de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on me signale qu'il me reste maintenant plus qu'une minute. Je n'ai évidemment, comme d'habitude, pas exactement suivi mes notes et me suis un peu perdue dans les détails. Simplement, donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? En conclusion, même si j'ai été extrêmement sommaire dans la présentation des chiffres et dans la volonté de faire ressortir ces défis migratoires, je voudrais juste insister sur l'importance de ces déplacements de population d'une guerre à l'autre, vu les forces du pays, l'état de destruction à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de nouveau de situation d'un État qui est un État en reconstruction, également dans un territoire différent de ce qu'il était avant la guerre. Donc un défi qui, de ce point de vue-là, est tout à fait spécifique, même si on cherche même si on peut, sous différents aspects, comparer l'expérience migratoire de la Pologne, par exemple, à celle de l'Allemagne, où encore on est là face à aussi des déplacements de population à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui sont spectaculaires et un véritable enjeu pour la reconstruction d'après-guerre. Autre donc élément de conclusion, cette expérience migratoire, elle est très importante, mais c'est quand même une expérience migratoire, on peut dire, entre soi. Et ça, c'est quand même un phénomène tout à fait particulier, que l'on retrouve dans plusieurs États d'Europe centrale et orientale, et qui permet d'éclairer sous un autre aspect ce que disait justement M. Ducik sur le fait qu'il n'y a pas d'antécédents en Pologne, en tous les cas peu d'antécédents sur la question justement de l'accueil, car c'est essentiellement quand même une migration qui est une migration de ressortissants dans une grande familiarité linguistique, même s'il y a des formes d'altérité culturelle, par exemple, entre les Polonais d'Ukraine occidentale qui arriveront vers l'ouest et qui seront considérés là comme des étrangers en arrivant dans leur pays. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter ici. Je pensais dire quelques mots de la question ukrainienne. On y reviendra certainement dans la discussion. Merci à vous de votre attention. Dziękuję bardzo. Niewdzięczna rola moderatora, który musi przypominać o upływającym czasie. Znaczy oczywiście przepraszam. Wydaje mi się bardzo istotne z wystąpienia jest też podkreślenie tego, że dzisiaj sobie to też niby oczywista rzecz, którą sobie świadomiłem w czasie tego wystąpienia, to, że I wojna światowa spowodowała to, że Polska stała się krajem bardzo wielokulturowym. Mieliśmy dużo mniejszości, bardzo osób, które nie były etnicznymi Polakami, etnicznymi Polakami. Natomiast II wojna światowa spowodowała to, że staliśmy się państwem absolutnie homogenicznym, praktycznie bez mniejszości. Tak? Więc rzeczywiście w krótkim czasie Polska przerodziła się z jednego państwa, wielokulturowego państwa, bardzo mocno homogeniczne i pewnie z tego powodu też dzisiaj mamy z uznaniem migracji jako coś pozytywnego, pewnie trochę problemów, bo to już jednak kilkadziesiąt lat od tamtego czasu minęło. Poprosiłbym teraz pana profesora Jacka Tebinkę z Uniwersytetu Gdańskiego o przejście na drugą stronę, trochę przejście na Wielką Brytanię, tak skok na Wyspy Brytyjskie i spojrzenie na rys historyczny od tej migracji powojennej, trochę pewnie, nie wiem, czy pan profesor zgodzi, trochę przymusowej, pozostania za granicą do tego, co się dzieje do momentu wejścia do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo i zapraszam. 20 minut.
tylko. Tak. Ja na pół godziny byłem przygotowany. Dziękuję bardzo za to sympatyczne wprowadzenie, panie dyrektorze. Dziękuję Ośrodkowi Kultury Francuskiej za zaproszenie. No, tym bardziej, że ja jestem historykiem stosunków międzynarodowych, nie jestem specjalistą od migracji, no ale ponieważ jednym z tematów moich badań są stosunki polsko-brytyjskie, no więc ten aspekt Polaków w Wielkiej Brytanii, czy w czasie II wojny światowej, czy bezpośrednio po II wojnie światowej, czy też emigracji solidarnościowej jest przedmiotem moich badań i reakcje brytyjskie na tych ludzi, którzy napływali, no, stanowią punkt mojego zainteresowania. No, przepraszam Państwa, że będę mówił w języku Chopina i Marii Curie-Skłodowskiej, czyli w języku polskim, ale francuski, chociaż jest to piękny język, no, nie jest językiem, który się zdołałem nauczyć. Pozwolę sobie Państwu przedstawić taką próbkę takiej case study, jak Polacy wpisywali się w tą brytyjską politykę imigracyjną po 1945 roku. Mamy tu sporo paradoksów, bo ta polityka brytyjska w gruncie rzeczy po II wojnie światowej, ona się znacząco różniła w dziedzinie migracji, w odniesieniu do kolonii i tego, co w zasadzie stało się Commonwealthem, brytyjską wspólnotą narodów, a resztą świata. To w zasadzie 1964 roku, bardzo upraszczając, ta polityka była w miarę liberalna w stosunku do mieszkańców wspólnoty narodów, dominiów oczywiście i kolonii. Było oczywiście też i zróżnicowanie w zależności od tego, jaki kto miał status, ale ta polityka była w miarę otwarta do początku lat 60. No, Polacy oczywiście w to się zupełnie nie wpisywali jako papiści, katolicy, ludzie z zupełnie innego świata. Przed II wojną światową cenzus, znaczy spis ludności brytyjskiej w 1931 roku pokazywał około 40 000 Polish-born mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. W większości była to emigracja XIX-wieczna, częściowo polityczna, częściowo ekonomiczna. Było trochę oczywiście też i polskich Żydów. Zupełnie to wszystko zmieniła II wojna światowa. Od czerwca 1940 roku Londyn był siedzibą rządu polskiego na wychodźstwie. Początkowo ewakuując się z Francji przybyło około 20 000 żołnierzy, oficerów, cywili. W czasie wojny ta liczba Polaków, no, nazwijmy ich zorganizowanych na terenie Wysp Brytyjskich, rosła. Problem pojawił się w końcowej fazie II wojny światowej, no, kiedy coraz bardziej oczywiste stawało się, no, szczególnie po konferencji jałtańskiej, wbrew zapewnieniom premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, że Polska znajdzie się pod dominacją radziecką. Trzeba jednak odnotować, że Churchill, który z jednej strony obiecywał rządowi polskiemu na wychodźstwie i polskim żołnierzom ojczyznę, do której będą mogli powrócić, jednak zadbał o to, żeby ci, którzy do tej nowej ojczyzny nie będą chcieli powrócić, aby mogli pozostać w Wielkiej Brytanii bądź na terenie Imperium Brytyjskiego. On napotkał duży opór w gabinecie brytyjskim wiosną 1945 roku, aby dać taką carte blanche dla Polaków, żołnierzy, oficerów, że kto chce zostać w Wielkiej Brytanii, ten będzie mógł pozostać. To się spotkało czasami z dosyć dziwnymi reakcjami, bo na przykład lejburzysta, minister spraw wewnętrznych Herbert Morrison argumentował na jednym z posiedzeń gabinetu brytyjskiego, że w polskich oddziałach jest dużo polskich Żydów, w związku z tym pozostanie ich w Wielkiej Brytanii może spowodować wzrost i tak dosyć znaczącego, bo on to wiedział z raportów Security Service i policji, antysemityzmu w społeczeństwie brytyjskim. No to akurat był dosyć nietrafny argument, no bo tych polskich Żydów w armii polskiej już stosunkowo dużo nie było, ponieważ ci, którzy chcieli uciec i pozostać w Palestynie, kiedy armia polska tam była, no to zrobili to w 1942-1943 roku. Ale każdy argument był dobry, żeby zniechęcać do przyjmowania ludzi spoza Commonwealthu. No i tutaj zwróćcie Państwo uwagę na pewną taką ponadpartyjną jedność wśród Brytyjczyków. Morrison, przedstawiciel partii lejburzystowskiej, z drugiej strony
Churchill, jak tylko przestanie być premierem, straci władzę w czerwcu 1945 roku, to stanie się jako przywódca opozycji konserwatywnej politykiem, który będzie postrzegał przed osiedlaniem na przykład zbyt dużej ilości Polaków w Szkocji. Tym niemniej jednak, mimo tych zastrzeżeń, władze brytyjskie przyjęły ponad 100 000, w sumie tego było około 150 000 Polaków, polskich żołnierzy, oficerów, najbliższych rodzin tych żołnierzy, którzy zdołali się ewakuować w 1945 roku ze Związku Radzieckiego, w 1942, przepraszam, bądź też było to oczywiście kłopotliwe, ale też udawało się żołnierzom polskiej armii sprowadzać już po zakończeniu wojny najbliższych z Polski. Władze brytyjskie niechętnie dawały im zgodę na pozostanie w tym okresie 45-46, ale różne metody stosowano, żeby to omijać i potem jakby legalizować swój pobyt. Ciężar osiedlania Polaków w drugiej połowie lat 40. w Wielkiej Brytanii spadł na rząd lejburzystowski i trzeba powiedzieć, że mimo kłopotów gospodarczych oni stworzyli dosyć sensowny, właśnie to o czym wspominano we wcześniejszych wystąpieniach, pewny schemat od przeszkalania, nauczania języka, żeby tych ludzi zintegrować. Nie wszyscy chcieli to robić, bo wielu wierzyło jeszcze, że dojdzie do III wojny światowej, no i Anglosasi wyzwolą Polskę spod dominacji radzieckiej, ale w miarę upływu zimnej wojny i wzmacniania się reżimu komunistycznego te nadzieje były coraz bardziej płonne. Efekt tych odnotujmy oczywiście, że ta emigracja polska to była emigracja polityczna, ale z drugiej strony był ten element przymusowości, ponieważ wielu z tych ponad 100 000 Polaków, którzy osiedlili się w wyniku decyzji Churchilla, to byli ludzie, którzy utracili swoje małe ojczyzny, ponieważ Kresy Wschodnie zostały oddane przez mocarstwa Związkowi Radzieckiemu, w związku z tym ci ludzie nie mieli gdzie powracać. Na to się nakładało też doświadczenie sowieckie, czyli łagry, zesłanie, które było czynnikiem, który skłaniał do tego, żeby jednak nie próbować eksperymentów pod rządem komunistycznym, nawet jeśli byłby to rząd polskich komunistów. Czyli mamy tutaj takie bardzo interesujące powiązanie emigracji politycznej, jakby przymusowego, nie zesłania rzecz jasna, ale braku możliwości powrotu do swojej ojczyzny. Co jest ciekawe, spośród żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, którzy mieli tą możliwość wyboru, czy zechcą pozostać w Wielkiej Brytanii, czy wracać do Nowej Polski, to znacząco więcej powracało tych, których domostwa pozostały w granicach, które były w granicach Nowej Polski. W tym również wielu polskich żołnierzy, którzy przymusowo służyli w Wehrmachcie, bo znaleźli się na terenach okupowanych, włączonych do III Rzeszy w 1939 roku, a potem znaleźli się w niewoli anglosaskiej i trafili do polskich sił zbrojnych. Ci w większości wracali do Nowej Polski. Ten taki okres, kiedy nastąpił największy napływ Polaków na Wyspy Brytyjskie, skończył się gdzieś w 1947-1948 roku wraz z zaostrzeniem kontroli granicznej przez władze komunistyczne. Te lata 40-44, łamane przez 45, 47, 48, to był czas, kiedy pomijając już kwestię osiedlania żołnierzy polskich, którzy byli na zachodzie Wielkiej Brytanii, to też i pomijając kwestie przymusowych przesiedleń, to te granice Nowej Polski były cały czas, mimo tworzącej się dyktatury komunistycznej dosyć otwarte. To jest chociażby historia, ale to jest osobna sprawa ucieczki co najmniej 60-70 tysięcy polskich Żydów do stref zachodnich w okupowanych Niemczech i Austrii po to, żeby potem dotrzeć do Palestyny. W 1951 roku na Wyspach Brytyjskich było 152 000 Polish-born mieszkańców i to była po Irlandczykach druga grupa, nazwijmy ich obcokrajowców w Wielkiej Brytanii.
Tu oczywiście ludzie mieli różne wybory, część się integrowała. No, a proces asymilacji no, to są już raczej to są kolejne pokolenia, czyli raczej dzieci tych polskich, nazwijmy ich, imigrantów wojennych, chociaż oczywiście dużo zależało też od stosunku rodziny, czy zamykali się jedynie w polskim tym świecie imigracyjnym, czy też poza ten świat wychodzili. No ale możemy tutaj skonkludować, że w zasadzie ta wojenna imigracja została dosyć skutecznie przez władze brytyjskie przyjęta i zintegrowana ze społeczeństwem brytyjskim, chociaż ten znak tego bloody foreigner, jak się pyta Polaków tej generacji, on zawsze funkcjonował, czyli to bardzo często te postawy niechętne wobec tych polskich imigrantów, no jak podkreślałem, papistów były spotykane. A okres 49-56 no to jest czas, kiedy z Polski trudno się wydostać. Mamy oczywiście słynne, głośne ucieczki, które są częścią zimnej wojny, o których nie będę mówił, ale co jest znaczące, to nawet w tym czasie, jeśli jacyś rybacy, no to najczęściej byli rybacy, marynarze, którzy zdołali dotrzeć do terytorium brytyjskiego, uciekali i prosili o azyl polityczny, to reakcje władz brytyjskich były niechętne. Najczęściej dawano prawo pobytu, a starano się raczej nie przyznawać azylu politycznego, co bardzo często skazywało te osoby na taki okres przejściowy i było kłopotliwe. No, najczęściej zresztą po prostu tych potencjalnych azylantów po prostu wtrącano do aresztu i trzymano tam tak długo, aż sąd ich nie uwolnił. Zmiana daleko idące to jest oczywiście 56 rok i polski październik, dojście Gomułki do władzy i ten, jak to Anglicy określali, Amerykanie, nationalist communist regime, który zresztą sami zaczęli popierać jako lepszą alternatywę dla innych sowieckich satelitów. Reżim Gomułki stopniowo, ja bym powiedział nawet jakościowo, poluzowuje możliwość podróży za granicę poprzez ułatwienia w przyznawaniu paszportów. Pokażę Państwu, że na przykład w 1955 roku do Wielkiej Brytanii prywatnie, czyli turystycznie przyjechało dosłownie 121 Polaków. Nie tysięcy, a 121 Polaków. W 56 to już było 1601 osób, a w 57 aż 10 tysięcy. Większość oczywiście z powrotem powracała, to były wizyty najczęściej rodzinne, no ale od tego 57 roku rozpoczyna się takie zjawisko, że właściwie co roku kilkanaście tysięcy Polaków przyjeżdża tymczasowo na wizyty turystyczne do Wielkiej Brytanii, do rodzin, no ale ze względu na atrakcyjność gospodarczą Wielkiej Brytanii zaczynają tam podejmować pracę. Ale ten model jest taki, że praca, zarobek i powrót do socjalistycznej Polski, aby dzięki zarobionym pieniądzom i z drugiej strony no jednak mimo wszystko nie aż tak tragicznym warunkom życia społeczno-gospodarczego i pewnych benefitów społecznych ze strony systemu tam egzystować. W latach 60., 70. mamy zaledwie, chociaż jak na ówczesne czasy to wcale nie była taka znikoma liczba, około 500 Polaków, którzy pozostają w Wielkiej Brytanii rocznie. Albo jest to skutek łączenia rodzin. Tutaj władze komunistyczne, poza jakimiś skrajnymi przypadkami specjalnych kłopotów nie robiły. No wiadomo, jeśli ktoś był oficerem wojska, służby bezpieczeństwa, no to nie był raczej kierunek dla tych imigracji, dla tych osób. No i też część to byli ludzie, którzy prosili o azyl polityczny, ale faktycznie byli to w większości imigranci gospodarczy ze względów ekonomicznych, chociaż zdarzały się oczywiście przypadki jakieś znikome, gdzie można było mówić o prześladowaniach politycznych, ale to odniesienie w czasie interwiu, przesłuchania było najczęściej stwierdzenie, jak straszny jest reżim komunistyczny, dlatego chce pozostać w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy, mimo że oczywiście w propagandzie radiowej, w tej political warfare, wojnie psychologiczną, jaką prowadzili przeciwko krajom bloku radzieckiego, gdzie podkreślali, że te kraje są zamknięte, że reżimy komunistyczne nie pozwalają na podróż, byli jak najbardziej dalecy od tego, żeby zachęcać mieszkańców tych krajów do pozostawania w Wielkiej Brytanii i ten trend utrzymał się do czasów, do końca komunizmu.
No ale jednak moja teza jest taka, że istnienie tej polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, no nie tak duże jak we Francji, była jednak takim znaczącym ułatwieniem dla Polaków, którzy szukali źródeł tymczasowej pracy. I to będzie miało dalszy efekt też i w latach 90. i nawet po wejściu do Unii, o czym zaraz Państwu powiem. Brytyjczycy cały czas jako taką zaporę stosowali system wizowy. Oczywiście było uzasadnieniem, które przedstawiali na własny użytek, było to, że chcemy powstrzymać napływ komunistycznych szpiegów, chociaż to akurat była drugorzędna rzecz. Natomiast faktycznie chodziło o to, żeby chronić Wielką Brytanię przed napływem azylantów z Polski czy z innych krajów, no nie tylko bloku radzieckiego, bo ten system wizowy w latach 60. czy 70. był przecież no, nadal jest podstawowym narzędziem, no bo system Schengen też się przecież chroni przed wizą schengeńską, przed ludźmi spoza. No i co jest interesujące, tutaj trochę wyjdę do przodu, w 1975 roku, kiedy podpisano akt końcowy KBWE, no to tam w trzecim koszyku mowa była o ułatwianiu podróży. Oczywiście Zachód wykorzystywał ten trzeci koszyk, wskazując na więźniów politycznych, szpitale psychiatryczne jako miejsca, gdzie wysyłano dysydentów w Sowietach, ale z kolei władze komunistyczne krajów satelickich bardzo często wskazywały na te utrudnienia wizowe, które nie były wymysłem krajów bloku, bo rzeczywiście tak postępowano. Jedna sprawa formalna. Otóż w 1967 roku został zawarty układ polsko-brytyjski, konwencja o ochronie zdrowia i to było wyjątkowe porozumienie, jeśli chodzi o czasy zimnej wojny między krajem bloku sowieckiego a państwem zachodnim. Ta konwencja dawała możliwość w nagłych wypadkach opieki zdrowotnej wobec obywateli drugiego państwa na terenie państwa, gdzie taka osoba przebywała. Polska zawarła taką konwencję tylko ze Szwecją i to było dodatkowym czynnikiem, który ułatwiał podróżowanie. Ta konwencja nie została nigdy wypowiedziana, no teraz regulacje unijne ją zastąpiły. Jestem ciekaw, jak to pod względem prawnym będzie wyglądało, jeśli dojdzie do Brexitu, takiego hard Brexitu. Teoretycznie powinna na powrót obowiązywać. Nie wiem, czy Foreign Office ktoś zdaje sobie sprawę, że oni taki układ w 1967 roku podpisali. Wtedy skala podróży była po 10 000 osób rocznie. Dzisiaj no, to miliony ludzi wchodzących w grę. Mówię oczywiście powracających, a nie tych, którzy pozostali na terenie Wielkiej Brytanii. W czasach rewolucji Solidarności i stanu wojennego Wielka Brytania była spośród państw zachodnich krajem najbardziej wrogim przyjmowaniu Polaków na już stały pobyt. Kiedy w grę wchodziła po 13 grudnia 1981 roku prośba rządu Austrii, który miał około 30 paru tysięcy polskich uchodźców na swoim terenie, aby część z nich przesiedlić do Wielkiej Brytanii. Zresztą Wielka Brytania w ramach wspólnot europejskich niby się na to zgodziła, no to Brytyjczycy zastosowali taki chwyt, mówiąc nienaukowo, że po prostu postawili bardzo ostre warunki, że trzeba mieć sponsora Wielkiej Brytanii, osobę, która zapewni mieszkanie tym Polakom, polskim imigrantom z Austrii, wtedy te osoby mogą przyjechać. No jak możecie się Państwo domyślać, jedynie kilkadziesiąt osób rocznie było w stanie spełnić te warunki. No więc ta polityka rządu Thatcher była tutaj bardzo wroga. Oczywiście to się też wpisywało w coraz dalej idące zaostrzanie od właściwie już 1964 roku brytyjskiej polityki migracyjnej, również wobec mieszkańców Commonwealthu. Także ta główna fala emigracji solidarnościowej ominęła Wielką Brytanię. Pamiętajmy też oczywiście, że władze PRL właściwie do 1981 roku nie zachęcały do imigracji zarobkowej. Wyjątkiem były oczywiście umowy z RFN w kwestii wyjazdów ludności niemieckiej, czy za taką się uważających. Po upadku komunizmu Polska i Wielka Brytania zniosły w 1992 roku system kontroli wizowej, z tym, że nadal o wjeździe Polaka do Wielkiej Brytanii decydowała dobra wola imigracyjnego oficera na granicy, czyli w Dover czy w Heathrow. Ja sam w Dover
podróżując w dawnych czasach autobusem wielokrotnie widziałem, jakie potencjalnych, nie tyle azylantów, ile potencjalnych robotników nielegalnych wycofywano. Zmiana nastąpiła w latach 90. i ją po części wymusił rozwój gospodarki brytyjskiej i rozwój sektora usług. No, do tego doszedł oczywiście upadek komunizmu. Okazało się, że nagle są potrzebni pracownicy i to nie tylko ci zupełnie niewykwalifikowani. Znacząca część, szczególnie młodszego pokolenia, uznała, że poprzez pracę początkowo nielegalną, w niektórych zawodach legalną, uda się przeskoczyć tą barierę cywilizacyjnego rozwoju, no i z czekania wiele lat, aż Polska dorówna poziomowi krajów zachodnich. Nie chciałbym już wchodzić zbytnio w ten okres, to bardziej, że już nie mam czasu. Po 1 maja 2004 roku, no ale jak Państwo wiecie, Wielka Brytania dokonała kalkulacji przed wejściem w trakcie tych akcesyjnych rozmów, że opłaci się otworzyć rynek pracy dla ludzi z Europy Wschodniej, ale nikt nie przypuszczał, no nie wiem czy nikt, bo być może były sugestie naukowców, ale Foreign Office tego nie posłuchało, że skala tego napływu będzie tak znacząca, żeby Państwu pokazać, jaki to jednak mógł być szok dla nawet przyjaźnie nastawionych dla przyjeżdżających z Polski Brytyjczyków. No to liczby w 2001 roku było 60 000 Polish-born mieszkańców Wielkiej Brytanii, ale część z nich była zasymilowana, no więc to też nie do końca pokazuje. Natomiast w 2011 mieliśmy 579 000 zarejestrowanych jako stałych mieszkańców i nie liczymy tych setek tysięcy, którzy przyjeżdżali na kilka miesięcy. Więc ta skala napływu przybyszy nie tylko z Polski, ale z Europy Wschodniej zaskoczyła władze brytyjskie, no i spowodowała bardzo negatywne skutki gospodarcze i społeczne, o których będziemy dalej mówili. No ja wiele osób z różnych kręgów społecznych, od dyplomatów po takich no, niewykwalifikowanych robotników, ale też i Brytyjczyków, i Polaków pytałem, na ile oni uważają, że to głosowanie brexitowe jest skutkiem napływu tak dużej ilości ludzi. No niby nie aż tak obcych kulturowo, a w większości jednak wskazuje się na to, że jakiś wpływ, i tego się nie da przecież obliczyć, na tą decyzję, no wydaje się szaleńczą Brytyjczyków o tym, żeby zagłosować za wyjściem z Unii, ten napływ ludności miał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szczególnie, że Pan Profesor jest, jak rozumiem, chory mocno, więc dziękuję, że udało się przyjechać i dziękuję za inspirujący wykład. Ja muszę powiedzieć, że niewiele bym dorzucił do tego, natomiast to, co jest istotne w polskiej debacie politycznej, nie historyków, a politycznej, to postać Ireny Wolińskiej, która w pewnym momencie polskiej, takiej najbardziej typowej migrantki, która mając brytyjskie obywatelstwo, w próbie ściągnięcia jej do Polski, żeby je postawić przed sądem, nie udała się ostatecznie i ta sprawa została rozwiązana. To też taki ciekawy aspekt właśnie, w jaki sposób migrację w ten sposób można rozgrywać też w pewien sposób polityczny, bazując na jednej osobie. W komentarzach najkrótszych ewentualnie to oczywiście bardzo będziemy mieli chwilę czasu na dyskusję z Państwem, a więc dlatego też tak trochę pilnuję czasu. Teraz bym chciał oddać głos panu Filipowi Rygiellowi, École Normale Supérieure Lyon i rozumiem, taka szersza perspektywa już europejska, ale przed 1945 rokiem. Zapraszam. Je voudrais remercier bien sûr les organisateurs d'abord pour cette invitation qui me donne l'occasion pour la première fois de passer en Pologne. Je vais vous proposer un aperçu assez large finalement d'un siècle et demi ou presque de rapport entre les États et les migrations internationales. Nous considérons souvent assez spontanément que les migrations internationales sont des choses récentes, furent longtemps des phénomènes spontanés dont les États s'occupaient assez peu, alors qu'en fait les migrations enjambant les frontières des États sont extrêmement anciennes en Europe.
On croise depuis fort longtemps sur les routes des prolétaires en quête de travail, des populations persécutées pour des motifs religieux ou politiques, et des membres des élites qui vaquent à leurs affaires ou cherchent leur plaisir. Certains de ces mouvements sont anciens, leurs implications politiques, économiques ou démographiques sont très loin d'être négligeables. Pensons seulement au rôle que jouèrent les Huguenots français en Prusse, mais aussi aux Pays-Bas, en Suisse ou en Angleterre. Les dirigeants des États européens, les administrateurs, n'ignorent pas ces mouvements, s'en préoccupent, et très tôt, tel le roi d'Espagne qui, en 1791, signe une ordonnance portant obligation pour les juges d'enregistrer les étrangers résidant dans notre royaume, en distinguant les voyageurs des résidents, d'établir les règles de comportement qu'il faut avoir à leur égard, de mettre en place enfin un mode d'autorisation d'entrée pour ceux qui reviendraient en ce royaume qui est alors envahi par des migrants français qui mènent une concurrence déloyale aux travailleurs locaux, c'est-à-dire espagnols. Si nous méconnaissons cette histoire qui est fort ancienne, c'est, je crois, d'abord parce que les politiques et les réglementations en place, la façon dont elles sont menées, les enjeux aussi qui les déterminent, ressemblent très peu à ce que nous nommons aujourd'hui une politique migratoire, dont les éléments ne vont être définis que très progressivement au sein des États européens. C'est aussi, je crois, parce que le statut légal de certaines de ces migrations et de ces migrants est au fond longtemps extrêmement ambigu. La principale migration vue d'Angleterre au XIXe siècle, c'est une migration irlandaise, c'est-à-dire une migration de sujets de la couronne qui certes ne sont pas vraiment des citoyens, sont soumis à des dispositifs spécifiques, mais peut être considérés comme une migration intérieure. C'est un peu la même chose en Allemagne. La grande question migratoire en Allemagne au XIXe, à la fin du XIXe, c'est déjà une question polonaise. Mais c'est une question qui porte certes sur les Polonais qui viennent des territoires sous domination autrichienne et russe, mais aussi des Polonais de l'Est du Reich qui sont de plus en plus nombreux à s'installer dans la Ruhr, où ils contrarient une politique de germanisation dans le cadre de ce qui est en train de devenir un État-nation. Là encore, ces Polonais présents dans la Ruhr du XIXe siècle sont, au regard du droit international, des migrants intérieurs. Ils ressemblent pourtant beaucoup aux vagues d'immigration qui vont les suivre. Je ne vais pas, cependant, même si je vais parler des Huguenots, remonter à la guerre de 30 ans, ça serait un peu long, je vais me contenter du siècle et demi, qui va à peu près du début du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, et mettre en place une chronique qui sera en 3 moments. Le premier qui évoquera la mise en place d'un régime libéral des circulations, qui, s'il ne fait jamais l'objet d'un accord explicite, constitue, vers la fin des années 1870, une norme de droit. Un second temps, de la fin du XIXe à la guerre de 14, voit surgir la question de l'immigration en tant que question politique au sein de beaucoup d'États d'Europe de l'Ouest et du Nord-Ouest, sans cependant que les États aient encore les moyens de mettre en place des dispositifs très efficaces ou avec beaucoup d'effectivité. Un troisième temps, enfin, évoquera, de la Première à la Seconde Guerre mondiale, la naissance d'institutions de contrôle des mouvements migratoires et émerger sous sa forme contemporaine la question du refuge. Avant de parcourir cette chronologie, il me faut avouer, comme le rappelait d'ailleurs un de nos orateurs précédents, que la définition de ce qu'est une politique migratoire est quelque chose de très compliqué qui pourrait en soi occuper des chapitres, et que je vais parler ici de choses qui tiennent à la circulation et à la mobilité des personnes. Certains des éléments de ce que l'on nomme aujourd'hui une politique migratoire n'existent tout simplement pas pendant très longtemps, en particulier la question de l'accès aux droits sociaux, qui n'est pas une question avant le tout début du XXe siècle. Le premier moment où ça émerge, c'est la Convention franco-italienne de 1906. Et le contrôle des frontières, ça n'est pas non plus une pratique pendant très longtemps, puisque le contrôle des populations se fait par le moyen d'une expulsion ex post. On laisse rentrer à peu près tout le monde et on choisit ensuite d'expulser ceux dont on ne veut pas. De la même façon, la grande affaire pour les juristes qui s'occupent de ces questions, la façon aussi dont la circulation est évoquée dans les débats politiques au début du XIXe et très longtemps dans le XIXe, touche non pas au droit d'entrée mais au droit de sortie.
le droit de sortie considéré comme une survivance féodale, comme la matérialisation de la puissance du souverain sur l'individu, auquel les juristes libéraux vont opposer un système qui reconnaît le droit pour chacun de quitter le territoire dont il est originaire, de quitter le territoire du souverain dont il dépend. Et c'est un mouvement qui se traduit dans le droit positif, dans le courant du 19e, avec une sorte de mouvement d'ouest en est. Ça commence dans les territoires français au début du 19e siècle, ça va gagner les territoires allemands peu à peu. En 1867, la constitution austro-hongroise reconnaît le droit d'émigrer. Alors, c'est une reconnaissance juridique, ce qui veut dire que concrètement, dans le moment où on veut émigrer, ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'il faut toujours répondre à un certain nombre de conditions, mais le principe juridiquement est posé de cette liberté d'émigrer. En 1914, la Russie tsariste est le seul État européen qui ne reconnaît pas à ses citoyens formellement la liberté d'émigrer. Avec cette question de la mobilité possible, se pose, et c'est une grande question juridique du 19e, la question du droit civil des personnes en mobilité. À partir du moment où la mobilité est possible, que deviennent les contrats, les droits, les obligations, les liens familiaux de ces personnes en mobilité. Et vous avez là, tout au long du 19e, une très longue conversation juridique qui aboutira avec des conventions de droit international privé à La Haye au début du 19e, à la reconnaissance en fait de la portabilité des droits civils, c'est-à-dire de la possibilité pour une personne mobile d'ester en justice, de se marier, de faire reconnaître ses contrats. Évidemment, les rédacteurs de ces textes pensent beaucoup plus aux marchands, aux commerçants et aux porteurs de capitaux qui viennent s'installer dans tel ou tel État qu'aux prolétaires migrants. L'Europe dont nous parlons est bien différente de la nôtre. Je crois qu'il faut rappeler que c'est une Europe misérable, au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. La famine guette dans les campagnes européennes. Elle frappe l'Irlande, bien sûr, au milieu du XIXe siècle. Et ces masses paysannes, qui sont souvent à la limite de la survie biologique, sont très peu présentes dans les débats politiques, tant comme objet que comme sujet. Le grand débat politique du 1er 19e, c'est celui qui oppose les armes à la main, les tenants d'un ordre ancien qui est impérial et dynastique, aux tenants d'un monde nouveau qui est bourgeois, libéral et national. Et cela se traduit par des insurrections, des révolutions, auxquelles participent, au travers de l'Europe entière, les insurgés polonais, Kosciuszko, alors j'ai vu qu'on avait son nom dans une des chambres de l'hôtel, participe à peu près à toutes les insurrections européennes, avant de se retrouver en Australie à explorer l'Outback. Donc cette circulation de ces combattants de la liberté armée est une caractéristique constante du 19e jusque dans les années 1870. De ce conflit ou de ce débat, 3 éléments m'intéressent ici. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est le rapport de l'individu au souverain. Quel est le lien entre l'individu et le souverain puis l'État? Et comment peut-il se délier? Et comment peut-il se renouer? Le second, c'est l'égalité en droit des personnes, qui est la grande affaire du 19e siècle. Le troisième, c'est la priorité à donner soit à l'investissement, soit à la rente, et en particulier à la rente foncière, qui est aussi l'un des grands débats de ce 19e. Lorsque les forces libérales, qui sont aussi des forces bourgeoises, parviennent au pouvoir où ils sont associés, c'est le cas en 1830 en Belgique, en 1848 en Suisse, à une date un peu difficile à déterminer en France, se met en place un cadre légal et un mode de gouvernement qui, de façon générale, promeut et facilite les circulations et les conditions légales et juridiques de la circulation. Ce mouvement est contemporain d'un autre qui voit les États du Nouveau Monde, comme ceux de l'Ouest de l'Europe, permettre, encourager, faciliter l'entrée et l'installation des étrangers. Entendons-nous, il ne s'agit pas de la reconnaissance d'un droit à l'immigration ou d'un droit à l'entrée qui n'a jamais existé en droit positif et qui, d'une certaine façon, n'existe toujours pas, même dans le droit contemporain. Mais d'une politique vivement soutenue partout, par les chambres de commerce, par les milieux d'affaires,
qui voit dans la libre circulation des facteurs de production, donc des hommes aussi bien que des capitaux, la garantie de la prospérité des États. Cette norme de fait d'un bon gouvernement des circulations humaines, dominant dans les années 1870, va être violemment contestée au cours des 2 dernières décennies du 19e par diverses forces. À l'ouest de l'Europe, en France, mais pas seulement, naissent des forces politiques qui vont, dans un contexte de difficultés économiques, faire de la dénonciation de la présence étrangère l'un des éléments centraux de leur offre politique et rencontrer, dans le contexte nouveau de la démocratie parlementaire, un certain succès. En France, le Parti national multiplie les interventions à la Chambre, dans la presse, soutient les projets visant à taxer les ouvriers étrangers, cependant que dans les rues, il arrive que l'on assomme les ouvriers belges et que l'on égorge les travailleurs italiens. La matrice idéologique des extrêmes droites nationalistes est en place, même si les rapports de force politiques du temps, qui voient les démocraties parlementaires de l'Ouest dominées par les bourgeoisies libérales, ne lui permet pas de peser sur les débats, ou assez peu, moins encore sur les législations. En Allemagne, Bismarck et ses successeurs immédiats, que l'on ne peut pas qualifier de libéraux convaincus, sont inquiets, eux, de l'homogénéité religieuse et linguistique du Reich. Ça porte un nom, c'est le Kulturkampf. Il s'agit de réagir à cette arrivée nombreuse de catholiques qui ne sont pas des Allemands, ou qui ne sont pas forcément de langue allemande, et dont l'implantation constitue, aux yeux de Caprivi comme de Bismarck, un danger pour la mise en place de quelque chose qui ressemble fort à un État allemand en gestation, à un État-nation en gestation. Cela se traduit par une politique migratoire brutale. Les origines seraient à chercher autant dans la Prusse de Bismarck qu'à Ellis Island, qui se solde par des expulsions massives de Polonais à la fin des années 1880, qui scandalisent toute l'Europe civilisée et libérale, et par la mise en place d'une législation très compliquée destinée à faire en sorte que l'économie du Reich puisse utiliser les bras polonais sans cependant ouvrir de droit au séjour à ceux qui les portent. C'est-à-dire que nous avons déjà une dissociation du travail et de l'être qui le porte. C'est un schéma qui ressemble déjà à certaines des politiques ultérieures. Et le troisième élément de cette crise de la fin du 19e, c'est la crise anarchiste et la crise irlandaise, c'est-à-dire l'arrivée de forces politiques qui vont, par la violence, s'opposer au statu quo libéral, que ce soit dans le cadre du monde britannique ou dans le cadre de l'Europe, qui mettent en place des politiques qui sont des politiques transnationales, qui emploient la violence, l'attentat. Je rappelle qu'on a quand même tué un certain nombre de chefs d'État dans l'Europe de la fin du XIXe siècle et que les nationalistes irlandais sont tout à fait capables de monter une expédition armée contre le Canada depuis le territoire américain et d'aller tenter de libérer des camarades emprisonnés en Australie en affrétant un bateau et en allant attaquer le bac australien. Donc nous avons ce type de force politique dans la fin du XIXe siècle qui conduit à la mise en place, dès les années 1890, d'une coopération policière entre la quasi-totalité des polices européennes destinées à éradiquer, à poursuivre partout ces opposants à l'ordre européen et à l'ordre libéral. Cela se traduit aussi dans le droit par, dans les traités d'extradition, l'exclusion de la possibilité du refuge d'un certain nombre d'opposants. En fait, tout le droit international de l'antiterrorisme est à peu près en place dans ces concepts fondamentaux dès la fin du XIXe siècle. Partout, des voies policières réclament plus de surveillance et de contrôle afin de poursuivre une criminalité qui se joue des frontières, des terroristes internationaux qui font peser un danger sur la civilisation tout entière. D'une certaine façon, c'est la Première Guerre mondiale qui va permettre de répondre à leurs vœux, et ce de deux façons. D'abord parce qu'elle permet de justifier à peu près toutes les politiques au nom de l'impératif national.
c'est durant la Première Guerre mondiale que se met en place une législation, un droit de la nationalité britannique qui insiste sur l'ascendance, qui insiste finalement sur la nationalité plutôt que sur la condition de sujet du souverain anglais. C'est aussi le moment où les services de l'État sont dotés de moyens supplémentaires. L'État, en fait, tente à englober à l'ouest de l'Europe toute la réalité sociale, et ça n'est pas tout à fait un hasard si c'est le moment où naît l'impôt sur le revenu. L'État a des moyens qu'il n'avait pas. L'État, enfin, a l'expérience de l'intervention dans la vie économique. Il est chargé, en France en particulier, durant la Première Guerre mondiale, de l'approvisionnement en main-d'œuvre d'une industrie qui tout entière travaille pour l'appareil de guerre. On ira donc chercher des travailleurs dans les colonies, mais aussi au Portugal. On signe un accord en 1916 avec le Portugal, qui va permettre de fournir, par les services de l'État, de la main-d'œuvre aux industries qui en ont besoin. Ce dispositif, c'est-à-dire ces bureaucraties, ces technologies de surveillance, ces principes, ne sont pas démantelés à la fin de la guerre. C'est dans leur cadre que prennent place les politiques d'immigration de l'entre-deux-guerres. Du côté français, là encore, nous allons retrouver une histoire qui est une histoire franco-polonaise. L'exemple le plus achevé de ces politiques d'immigration, c'est la conclusion par la France d'accords bilatéraux avec la Tchécoslovaquie, avec la Pologne surtout, qui permettent l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de travailleurs polonais en France, par l'intermédiaire d'une société privée, la SGI, la Société Générale d'Immigration, qui sera autorisée à implanter ses centres de recrutement sur le territoire polonais lui-même, le plus important étant à Mysłowice. Les Polonais sont ensuite embarqués et vont jusqu'à un centre qui est un peu l'Ellis Island français, qui est le centre de Toul, mais dont il ne reste absolument rien, il a été totalement démonté. Politique d'immigration, disons politique migratoire, parce que à partir du moment où vous avez deux signataires, ça veut dire qu'il y a chez les pays recruteurs une politique, mais qu'il y a chez les pays de départ une politique aussi. C'est le moment où la plupart des pays de départ, alors le mouvement est initié par l'Italie à la fin du 19e, mais on va le retrouver en Pologne, dans une moindre mesure en Espagne et au Portugal, dès les années 20 et les années 30, les États dont proviennent les migrants se préoccupent de ce que deviennent les migrants une fois qu'ils ont quitté leur territoire, mettent en place des politiques spécifiques qui sont destinées à éviter leur assimilation par le pays hôte, à conserver un lien avec le pays, la nation et l'État de départ, dans des préoccupations qui sont à la fois nationales et économiques. Il s'agit aussi de s'assurer que ce lien gardé permettra le maintien des transferts financiers entre le migrant et le lieu d'origine. Assez curieusement, il n'y a pas de changement du cadre politique dans les années 30, et pourtant la politique est tout à fait inverse, c'est-à-dire que la France ne recrute pas, elle expulse. Et elle expulse là encore des travailleurs polonais qui ont souvent à peu près 48 heures pour réunir 20 kilos de bagages, prendre place dans un train qui les ramènera moins de 48 heures après leur licenciement dans telle ou telle région de Pologne. C'est que ces politiques des années 20, du côté des pays d'immigration, la France, mais la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas ont à peu près les mêmes, subordonnent en fait l'acceptation de l'arrivée du migrant à son utilité économique. Ce sont des politiques qui sont dictées par les besoins des pays qui sont en position de force, qui sont les pays d'arrivée, qui sont quand même presque toujours ceux qui sont en position de force. Et cette utilité économique veut dire que ce droit n'est pas un droit, il est une autorisation de séjour tant que le migrant est économiquement utile et est révocable dès que celui-ci cesse de l'être, ou bien qu'il présente un danger pour l'ordre public. Nous sommes donc assez loin d'une libre circulation des travailleurs à l'échelle de l'Europe, assez loin de nos préoccupations contemporaines. On se retrouverait plus proche d'elle si on prenait en compte la question de l'assimilation qui émerge en tant que question politique dans beaucoup de pays durant l'entre-deux-guerres, même si elle fait peu l'objet de dispositifs de politique publique spécifiques, sauf dans le cadre du droit de la nationalité. Et puis bien sûr la question du refuge, parce que, vu d'Europe, le siècle du refuge c'est le XXe siècle.
il y a de 20 à 25 millions de personnes déplacées et de réfugiés dans l'Europe des années 1920. Et cela impose une conversation internationale parce qu'aucun État n'est capable de faire face seul à la façon dont ces frontières et ces territoires sont affectés par la présence de ces millions de personnes. Ils seront rejoints par tous ceux qui fuient l'expansion des dictatures dans l'Europe centrale et orientale au cours du XXe siècle, par tous ceux qui fuient aussi les vagues d'antisémitisme qui secouent différents pays, et pas seulement l'Allemagne, mais aussi par exemple la Roumanie ou la Hongrie, qui connaissent un antisémitisme d'État virulent dans l'entre-deux-guerres, et puis bien sûr par des centaines de milliers d'Espagnols au moment de la défaite des armées républicaines. Ces débats, ces conversations internationales, qui ont souvent pour cadre la SDN, ne débouchent pas sur la définition d'un régime international du refuge avant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont à chaque fois des solutions ad hoc. C'est la résolution de la question posée par tel groupe de réfugiés, une sorte de bricolage permanent des politiques nationales comme des accords internationaux, qui cependant permet d'emmagasiner un corps de souvenirs, d'expériences, de débats, de discours, qui sera remobilisé dans l'après-guerre, dans la période qui aboutit à la rédaction des textes qui organisent le régime des réfugiés au tout début des années 50. Les hommes qui les préparent sont souvent les mêmes que ceux des débats des années 30, et faisant de l'Europe de l'avant-guerre un repoussoir, un exemple à surtout ne pas répéter, ces textes des années 50 mettent en place un régime international du refuge qui est sans doute une belle illustration d'un des usages possibles de l'histoire, qui est de montrer souvent que les dispositifs anciens sont présents en nos textes et en nos institutions contemporaines, en cela qu'elles nient et entendent abolir un passé qui est oublié, sitôt qu'il a donné sens et naissance à des institutions nouvelles. Je vous remercie de votre attention.